Je suis née à Vienne en Autriche en 1906. Je suis la fille d'un violoniste et la nièce du célèbre compositeur Gustav Mahler. Devenue violoniste à mon tour en 1932, je fonde un orchestre féminin et je tourne à travers l'Europe. Lors de la Seconde Guerre mondiale, étant juive, je dois fuir et je suis arrêtée sur dénonciation à Lyon à la fin 1942. Déportée à Auschwitz en 1943, je deviens la chef de l'orchestre féminin du camp. Joseph Kramer, allemand, commandant SS. Il commanda plusieurs camps et une partie d'Auschwitz, Birkenau, justement celle où était situé le bloc de l'orchestre. Il fut arrêté au camp de Bergen-Belsen, condamné à mort et pendu en décembre 1945. Maria Mandel ou Mandl, autrichienne, Lagerführerin SS, chef de camp, surnommée la bête féroce. Passionnée de musique, c'est elle qui initia l'orchestre du camp. Personne particulièrement perverse et sadique, elle eut toutefois une sorte de bienveillance envers l'orchestre, leur fournissant des conditions matérielles bien plus favorables que celles de l'ordinaire du camp. On lui attribue la responsabilité de la mort de centaines de milliers de personnes, dont elle signait l'ordre d'exécution. Elle fut pendue en 1948. Irma Grese, allemande, Officerin SS, surveillante, surnommée l'Ange Blond. N'ayant rien à envier à sa supérieure question sadisme, elle semait la terreur dans le camp. Elle fut pendue en 1945, elle avait seulement 22 ans. Margot Dreschler ou Drelle, allemande, Officerin SS, surveillante. Collègue de Grese, elle avait la réputation d'être une personne très laide et adorait participer aux sélections vers la chambre à gaz. Il ne semble pas exister de photos. Elle fut pendue en 1945. Joseph Mengele, allemand, médecin SS. Il n'avait pas à proprement parler une fonction de commandement direct sur l'orchestre. Mais il venait en voisin l'écouter, étant un grand mélomane. Alma Rosé séjourna dans son laboratoire, c'est sans doute lui qui la recommanda. Personne ne pouvait le lui refuser, car il était une des personnalités très influentes du camp. SS fanatique, tristement célèbre pour ses expériences sur les déportés où il recherchait tout ce qui pouvait avoir trait et améliorer la pureté raciale aryenne si chère à Hitler, comme le phénomène des jumeaux, les tares, les malformations corporelles. Après la guerre, il réussit à éviter de se faire capturer et se réfugia dans divers pays d'Amérique du Sud. Sa tête fut mise à prix et les services israéliens du Mossad se lancèrent à ses trousses, mais sans succès. Selon toute probabilité, il mourut noyé en se baignant dans la mer au Brésil en 1979. Zofia Czajkowska, polonaise, chef d'orchestre puis Blokowa, chef de bloc, responsable de la discipline. Elle était professeure de musique et fut la première chef d'orchestre. Quand elle fut remplacée par Alma Rosé, elle prit alors la fonction de Blokowa. Ce rôle était toujours confié à un déporté, en principe de race aryenne, mais pas toujours. Il avait une fonction dominante absolue sur les autres détenus et bénéficiait d'avantages, très souvent une chambre personnelle. Tout pouvait être supprimé et changé selon l'humeur des SS. Sonia Vinogradova, russe aryenne, elle prit la succession de Rosé, nommée par les SS selon les témoignages, elle était incompétente pour ce travail et ce n'est que grâce au professionnalisme des musiciennes que l'orchestre put continuer de donner un semblant de virtuosité. On ne sait pas ce qu'elle est devenue et si elle a survécu à la guerre. Fania Fénelon, française, née à Paris, d'origine juive ayant épousé un arien. Premier prix de conservatoire de piano, elle devient aussi chanteuse légère et se produit dans les cabarets. Arrêtée pour fait de résistance, elle est déportée et réussit à se faire engager comme chanteuse et arrangeuse de l'orchestre. Elle survécut, devint assez connue comme chanteuse et meurt en 1983, âgée de 75 ans. C'est son livre « Sursis pour l'orchestre », un des seuls témoignages écrits existants et vus de l'intérieur, qui donne un éclairage intéressant sur cette période. À la sortie du livre publié en 1976, il y eut une petite polémique, car quelques-unes de ses camarades de déportation considéraient que sa description du rôle joué par Alma Rosé ne la présentait pas sous son meilleur jour. Une photo qui est souvent montrée sur la toile comme une photo de Mandel, même parfois comme celle d'Irma Grese dans d'autres circonstances, mais dans les deux cas c'est faux. Avec un peu de jugeote, on remarque qu'elles paraissent comme posées professionnellement et trop bien réalisées. En réalité, elles sont extraites d'un film polonais de 1963 d'Andrzej Mink intitulé « La passagère ». C'est une fiction qui se déroule en partie dans le camp, une ancienne surveillante SS rencontre lors d'une croisière une ancienne déportée qu'elle croyait morte. Dans le film apparaît d'ailleurs Mandel, mais l'actrice sur la photo est Alexandra Slaska, qui joue le rôle de Lisa. En résumé, beaucoup de photos qui montrent Mandel ou Grese sont sujettes à caution.
Encore une photo que certains présentent comme étant celle du fameux orchestre, qui est également fausse. C'est lui, mais dans une scène du téléfilm qui est consacrée à cette histoire, Playing for Time, de 1978 avec Vanessa Redgrave dans le rôle de Fania Fenelon sur une adaptation de son livre par Arthur Miller, celui qui fut le mari de Marilyn Monroe. Il est assez fidèle à la narration du livre et a obtenu plusieurs Oscars. Le tristement célèbre Auschwitz avait tenté, comme bien d'autres camps avec plus ou moins de réussite, d'avoir un orchestre maison. Les musiciens étaient recrutés parmi les déportés. La particularité d'Auschwitz-Birkenau fut d'avoir un orchestre entièrement féminin, cas unique dans la déportation. Il prit forme en juin de 1943, avec la Blokowa SS, chef de bloc, polonaise, Zofia Czajkowska, qui se faisait passer pour une descendante de Tchaïkovski. Elle fit office de chef d'orchestre avant d'être remplacée par Alma Rosé, une nièce du célèbre Gustav Mahler, qui fonctionnait comme capot. Dans un camp où les gens mouraient par milliers et vivaient dans des conditions atroces, appartenir à cet orchestre constituait un billet de survie, qui pouvait toutefois être poinçonné sans préavis par les SS qui avaient droit de vie et de mort sur les déportés. Il est parti de la volonté de Maria Mandel d'avoir un orchestre bien à elle, une sorte de jukebox au temps où ils étaient rares. À part rendre des comptes à Kramer, elle avait le champ entièrement libre. C'était une personne à deux facettes. Elle avait un fin plaisir sadique à sélectionner les déportés et envoyer ceux qui ne lui plaisaient pas directement à la mort. Une des seules choses qui trouvait grâce à ses yeux, c'est la musique et elle possédait une oreille fine. Toute personne qui avait des prétentions dans le domaine et pouvait le faire savoir avait des chances. Mais gare à celles qui essayaient de la doubler, leur vie ne valait alors pas cher. En face de la musique, Mandel devenait une sorte de Miss Jekyll qui avait à cœur de lui donner les meilleurs atouts pour qu'elle soit la plus belle possible. Pour cela elle ne reculait devant rien. Les musiciennes étaient correctement et chaudement habillées, elles avaient l'obligation, et surtout la possibilité, de prendre une douche tous les jours et pouvaient posséder un minimum d'accessoires, considérés comme inutiles pour les déportés, comme une brosse à dents, un bout de savon, un mouchoir. Elles vivaient en commun dans un local qui possédait le luxe d'avoir un poêle et qui servait de salle de répétition. Vers la sortie se trouvaient deux chambres séparées, celle de la Capo et celle de la Blokova. Les musiciennes dormaient dans une annexe au fond du baraquement où chacune avait un lit personnel muni de draps et de couvertures. Seule la nourriture pouvait laisser à désirer, bien que l'ordinaire était sans doute plus abondant qu'ailleurs. Même si le bloc possédait une cuisinière attitrée, elle ne pouvait que cuisiner ce que l'on voulait bien lui donner, pas de miracle de ce côté. En tout, dans le bloc vivaient un peu moins d'une cinquantaine de personnes, dans le confort relatif d'un endroit propre et isolé des vicissitudes du camp. Fania Fenelon, l'auteur du livre raconte son premier contact avec Mandel. Ses cheveux sont d'un admirable blond doré, coiffés en grosses tresses qui lui entourent la tête. L'image de cette femme impressionne ma rétine, elle restera indélébile. De la furorine, rien ne m'échappe, son visage sans un atome de maquillage est lumineux, ses dents très blanches sont grandes mais belles. Elle est parfaite. Trop. C'est un splendide échantillon de la race des seigneurs. Une matrice de choix, qu'est-ce qu'elle fait ici au lieu d'enfanter ? Un peu plus tard alors que la narratrice passe une audition devant Mandel avec une amie musicienne aussi candidate. J'ai conscience de jouer ma vie. Que mon interprétation lui déplaise, qu'elle ne rejoigne pas sa conception du morceau, et je retourne d'où je viens. Assise sur une chaise, ses longues jambes gainées de soie joliment croisées, le menton haut, la SS Mandel sourit imperceptiblement. Venez, vous êtes admise. Au vu de ce qui précède, pour autant que l'on connaisse un peu les conditions réelles de la survie dans les camps de la mort, on imaginerait bien vite que tout est presque parfait. C'est aller un peu vite en besogne, car rien n'est acquis d'avance et surtout les bourreaux peuvent tout anéantir d'un claquement de doigts. Imaginez-vous comme bâtisseur d'une belle maison, l'un est spécialiste en coffrage, l'autre est architecte, l'autre maçon, l'un conduit un engin de chantier, un autre sait manier une grue, le spécialiste en installation sanitaire est aussi présent, et avec tout cela vous devez construire votre édifice. Mais il y a une dizaine de nationalités différentes, de cultures diverses, qui ne comprennent pas forcément ce que l'autre veut ou dit. De plus, il y a dans l'équipe des Noirs et des Blancs, qui ont une légère tendance à pratiquer la supériorité de la race ou de la culture, la religion peut aussi être un antagonisme. Si la construction s'effondre, c'est la mort probable. L'orchestre c'est un peu tout cela, même si le but est de jouer de la musique avec l'idée de la hisser à un haut niveau, il faut créer une harmonie, non seulement musicale, mais humaine. Seul bémol encourageant,
la musique est universelle et les notes de la gamme se lisent de la même manière dans toutes les langues du monde. C'est ce que Alma Rosé tentera de faire, en remplacement de Zofia Czajkowska dont l'incapacité à diriger est notoire. Elle est capable de conduire, c'est exactement comment fonctionne un orchestre, mais comme tous les chefs d'orchestre, elle a une conception très mécanique de la musique, tout doit arriver à point, ni avant, ni après. Elle juge ses interprètes par rapport à sa stricte conception de son art, n'hésitant pas à rabrouer les fausses notes et tout manquement à la discipline musicale. Elle est sans doute la plus consciente de ce qui pourrait arriver si les Allemands jugeaient que c'était digne d'un orchestre de bal avec les musiciens à moitié ivres. Vis-à-vis de Mandel, elle adoptera toujours une attitude soumise et respectueuse, mais la redoutable SS ne semble pas lui avoir causé des ennuis, l'aidant plutôt à accomplir sa tâche. Même si elle est capot, ce qui lui donne des pouvoirs très étendus pouvant aller jusqu'à frapper ou tuer les prisonniers, elle n'alla jamais trop loin et n'exigea jamais une obéissance au doigt et à l'œil de leur part, excepté en matière musicale. De plus, elle était juive et devait commander à des Aryennes, ce qui ne lui facilitait pas la tâche. Elle s'efforça tout au long de sa brève carrière de protéger son équipe, reléguant au travail de copiste, personne qui copie les partitions, celles qui étaient les moins douées. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à la considérer comme une héroïne, elle fit ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Le fait qu'elle mourut probablement empoisonnée parlant en sa faveur, on peut supposer que quelqu'un la trouvait trop accommodante avec ce que les nazis considéraient comme des rebuts. La vie journalière dans le camp était d'au moins 18 heures. La tâche de l'orchestre était d'aller le matin et le soir jouer de la musique quand les déportés allaient ou rentraient du travail. À côté, ils devaient parfois faire de même pour des occasions spéciales, comme une exécution que l'administration du camp ne pouvait concevoir sans musique. Un concert eut lieu pour la visite de Himmler en 1944. Les concerts du dimanche étaient aussi très prisés par les SS, évidemment c'est eux qui les commandaient, ce n'était pas la tradition. Le reste du temps, les répétitions et l'apprentissage de nouveaux morceaux étaient la règle. Il arrivait aussi que pendant les répétitions, un SS pénètre dans le bloc et demande à entendre de la musique, Mengele et Kramer étaient des habitués. Le répertoire était très vaste, mais tournait souvent autour de la musique un peu militaire, Suppé et sa cavalerie légère étaient souvent demandés. Toutefois, les grands compositeurs étaient aussi joués, pour autant qu'ils fussent autorisés, ce qui n'était pas le cas de tous, les juifs étaient évidemment bannis. Mais il arriva que l'orchestre en joue quelques-uns, ce qu'aucun ne remarqua, ou fit part de l'avoir remarqué. La mort d'Alma Rosé le 4 avril 1944, marque le pas de l'orchestre. Quand il passa dans les mains de Sonia Vinogradova, ce ne fut plus du tout la même chose. Cette dernière n'était pas très douée et eut une attitude assez déplorable envers les détenus. Lors d'une histoire de vol de légumes, les détenus durent menacer de la tuer pour qu'elle n'ébruite pas l'histoire. Le 1er novembre 1944, les Juifs sont séparés et mis dans un train qui part pour Bergen-Belsen, autre camp de concentration. Dans des conditions effroyables, elles devront attendre le 15 avril 1945, où l'armée britannique libère le camp. C'est là que Kramer sera arrêté avec Irma Grese. Quant à Mandel, elle fut attribuée au camp de Mulhdorf, une annexe de celui de Dachau. Elle s'enfuit à l'avance des Alliés, et regagne son village natal où son père, pas spécialement fanatique nazi, refuse qu'elle revienne à la maison. Elle l'avait menacé de l'envoyer à Dachau, car il estimait que la guerre était perdue. Elle sera finalement arrêtée par les Américains le 10 août 1945, reconnue par des déportés d'Auschwitz qui l'ont vue à l'œuvre. Elle est transférée à Cracovie, lieu où se tient son procès. Elle sera pendue le 24 janvier 1948. Une photo de 1944 prise d'avion avec l'emplacement du bloc. Arrivée de déportés, la baraque des musiciennes se trouve sous la flèche rouge. Elle les voyait passer en direction des chambres à gaz, dont une est la maison avec la haute cheminée à droite. Ce qui reste de l'emplacement de la baraque aujourd'hui. La plupart des membres de l'orchestre se sont fondus dans l'oubli volontairement ou non, ou ne sont pas parvenus à la libération. En 2024, Anita Lasker, devenue une violoncelliste de renommée mondiale, est probablement la dernière survivante de l'orchestre étant presque centenaire. L'esprit vif, elle donna pendant longtemps des conférences sur son passé de déportée. Elle vit à Londres. Esther Bejanaro, fondatrice du Comité international d'Auschwitz, décédée en 2021, continua de jouer de la musique et donna même des concerts en compagnie de rappeurs. En 2004, elle fut mêlée à un scandale dont elle fut la victime. Elle fut atteinte par un sanon à eau déployé par la police allemande, alors qu'elle participait à une manifestation contre un défilé nazi.
Mais écoutons encore quelques anecdotes sur ce fameux orchestre. Le tragique n'exclut pas que l'humour puisse s'installer sans prévenir. Parmi les musiciennes, une était chargée de nettoyer le sol qui devait toujours être impeccable. Juive, mais issue de la bourgeoisie, elle n'avait visiblement jamais fait cela auparavant. Arrive sans prévenir une obsérin que personne ne connaissait, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas respecter le règlement, garde à vous etc. La nettoyeuse continue son travail, sous le regard incrédule de la surveillante qui visiblement n'a pas l'air contente. Elle se jette sur elle, l'écarte brutalement, et lui dit « Je vais te donner une leçon ». Tout le monde s'attend au pire, mais voilà que la surveillante se met à genoux et commence à nettoyer le sol impeccablement. À la fin elle toise la nettoyeuse et lui assène « Voilà comment on nettoie un sol, tu le sauras maintenant ». Et elle s'en va. Tranquillement, devant les filles qui n'en croient pas leurs yeux, la rescapée prend tranquillement son violon, non sans dire « Dans la maison de mon père, cette femme était la bonne à tout faire ». Une histoire drôle qui fit rire tout le bloc est racontée par une nouvelle arrivante. À Paris, un petit gradé allemand ne parlant pas un mot de français a l'habitude d'aller acheter son journal. À chaque fois le vendeur lui dit « Voilà con ». L'allemand finit par demander ce que con veut dire. Le vendeur traduit con par chef. Alors il dit au vendeur « À moi petit con, Hitler grand con ». Nous avons vu plus haut que Mandel pouvait avoir des comportements tout à fait inhabituels qui n'avaient aucun rapport avec la bestialité dont elle faisait souvent preuve. Toutefois, elle aimait bien y mettre une petite pointe de sadisme, volontaire ou non on ne sait pas. Un jour, on vient les prévenir qu'il fallait qu'elles s'habillent car Mandel voulait qu'elles aillent faire une promenade. Ce genre d'argument dans un camp d'extermination peut passer pour de l'humour nazi, c'est-à-dire qu'on va les emmener à la chambre à gaz, d'autant plus que les Polonaises ne semblent pas être de la partie, elles étaient considérées comme faisant partie d'une race un peu moins inférieure. Pas très rassurés, on les emmène à travers le camp, mais pas en direction de l'endroit redouté. Finalement on les dirige à la porte du camp où 2 soldats armés de mitraillettes, accompagnés de leurs chiens les attendent. Elles sont averties qu'elles ne doivent poser aucune question aux soldats et marcher en colonne. La porte s'ouvre et les voilà parties le long d'un sentier qui s'éloigne du camp. Elles font quelques kilomètres et s'arrêtent au bord d'une mare dans laquelle elles demandent et obtiennent la permission de se baigner de la part des soldats plutôt débonnaires. Ils ne perdront pas tout car elles enlèvent la plupart de leurs habits pour entrer dans l'eau. Elles cueillent des fleurs et rient comme des folles. À la tombée du soir, elles regagnent le camp, tout en se demandant encore si elles n'ont pas rêvé. L'histoire de la promenade est déjà exceptionnelle, mais les suites de la mort d'Alma Rosé le sont plus encore, sans doute une autre histoire unique dans la déportation. Quand les musiciennes apprennent de manière officielle la mort de Rosé, elles le savent déjà, voici ce que Mandel vient leur dire, votre chef est morte, vous pouvez aller lui rendre un dernier hommage au Revier, infirmerie. Elles partent, s'attendant à trouver Rosé allongée sur une paillasse. Quand elles arrivent sur place, stupeur. Elle est dans un cercueil posé sur un catafalque et il y a des fleurs partout, que les SS sont sans doute allés acheter, car il n'y a pas de fleurs à Auschwitz. Mandel fait ranger les musiciennes de chaque côté de la défunte, tandis que le gratin du camp vient s'incliner, du jamais vu devant la dépouille d'une juive. Mandel a des larmes plein les yeux, les musiciennes suivent, tout le monde semble atterré, Kramer, Mengele, ont des mines remplies de tristesse. Il semble aussi qu'elle a vraiment été enterrée à Vienne et non brûlée au crématoire. Quand Fania Fénelon a été acceptée dans l'orchestre, il fallut l'habiller. Mandel l'emmène dans ce qui s'appelait, on ne sait pourquoi, le Canada. C'était là que les Allemands entassaient tout le matériel qu'ils avaient pris aux déportés, habits, bijoux, accessoires, la liste est longue. Les galeries Lafayette, c'est presque de la rigolade à côté, on y trouvait tout et n'importe quoi en milliers d'exemplaires. Fénelon qui était de très petite taille, chaussait du 34. Impossible de trouver des chaussures à sa pointure. Mandel peste et ramène la détenue au bloc avec des chaussures bien trop grandes. Quelque temps après, la voici qui revient au bloc. Je cite le récit du livre. Mandel porte un énorme paquet de chaussures, elle semble joyeuse, vient vers moi et laisse tomber son assortiment de chaussures sur le parquet. Elle se met à genoux, à terre comme une vendeuse, me dit, donne-moi ton pied. J'obéis. Et elle m'essaie les chaussures. Les filles nous contemplent, les yeux écarquillés. À leur table, les copistes ont l'œil rond et la bouche ouverte. Sur la porte, Alma, statufiée par cette vision inconcevable, regarde la chef du camp, notre Lagerführerin, agenouillée au pied d'une déportée. Finalement une paire de bottillons fourrés me chausse parfaitement. Mandel se redresse, je me lève, elle exprime sa satisfaction,
Ma petite Butterfly, Fénelon chantait souvent pour Mandel un air de l'opéra de Puccini Madame Butterfly qu'elle adorait, aura les pieds au chaud. C'est indispensable pour la gorge. À la venue d'un haut gradé, son arrivée était obligatoirement annoncée par une estafette et tout le monde devait être en rang et au garde à vous. Mandel avait plus ou moins supprimé cette pratique, allant et venant dans le blog, comme bon lui semblait. Les copistes n'avaient même pas besoin de se lever, continuant leur travail. Un soir, alors que Mandel est venu encore une fois écouter Madame Butterfly, elle s'en va l'air apparemment satisfaite. Le lendemain, on vient leur annoncer qu'il y a un paquet pour chacune d'entre elles à prendre au Canada, de la part de Fro Mandel. En effet, chacune a droit à un petit cadeau, qui contient des choses aussi banales que des morceaux de sucre ou de petites mottes de beurre, un bout de saucisson, mais qui sont presque des lingots d'or dans un camp d'extermination. Mandel semblerait avoir apprécié le petit concert précédent. Pendant une semaine, elle s'est promenée avec un enfant dont la mère avait été gazée. Elle l'embrassait, lui passait tous ses caprices, s'amusait avec lui. Et par la suite, l'on apprit qu'elle l'avait elle-même amené à la chambre à gaz. Selon les témoignages des déportés, elle eut l'air triste pendant bien longtemps.